J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Kyoto, décembre 97. Pour la première fois, les dirigeants de 150 nations sont réunis par un même objectif, éviter à tout prix un réchauffement du climat qui menace à terme la survie de la planète. L'année 2005 est en effet venue confirmer la tendance au réchauffement climatique. Si 98 reste l'année la plus chaude que la Terre ait connue, 2005 se classe juste derrière. Autrement dit, si l'on voit depuis plusieurs années se multiplier tempêtes, inondations et épisodes caniculaires comme actuellement, c'est que la Terre est entrée dans une longue période de réchauffement. Depuis 17 000 ans, date de la dernière grande glaciation, notre planète se réchauffe et certains experts estiment qu'elle continuera à le faire pendant 80 000 ans. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Difficile de s'y retrouver au milieu de toutes ces informations et de ces discours. Qu'en est-il réellement du changement climatique ? Autour de nous, tout s'accélère. Nous ne savons plus où donner de la tête. Pourtant, nous sommes sur le point de connaître un changement majeur dans notre histoire et nous n'en avons peut-être pas assez conscience. Nous sommes 9 étudiants partis aux 4 coins du monde avec un objectif commun, apprendre. En apprendre plus sur ce qu'est la réalité concrète du changement climatique et sur ses impacts sur le quotidien des gens pour qui il est déjà présent. Pour cela, nous nous sommes rendus à travers 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Au cours de nos voyages, nous avons rencontré des hommes et des femmes avec qui nous avons pu échanger sur le thème du changement climatique. Ces derniers nous ont apporté leur point de vue sur la situation de leurs pays respectifs et nous ont permis d'avancer dans notre questionnement. Notre but maintenant, c'est de vous raconter toutes ces histoires que nous avons vécues et de vous transmettre les messages des personnes qui vivent le changement climatique. La première étape de notre périple en Asie nous emmène au Cambodge. Nous nous retrouvons donc à Phnom Penh, la capitale du pays, où le dynamisme vire parfois à la frénésie. Le Cambodge est un petit pays d'Asie du Sud-Est qui est régulièrement cité comme l'un des plus touchés par le changement climatique, mais qui est surtout considéré comme l'un des pays les plus vulnérables. En effet, bien qu'en plein développement, le Cambodge accuse toujours un sérieux retard sur la plupart de ses voisins d'Asie du Sud-Est. Dérèglement des saisons, sécheresse, inondations et vagues de froid, le pays connaît déjà bien les effets du changement climatique. Au Cambodge, c'est plus de 70% de la population qui vit de l'agriculture et de la pêche, des activités dépendantes du climat. Malheureusement, les conditions sont rudes et les scénarios se veulent préoccupants. You know about the history of Cambodia. Went through civil war. We've had what people refer to as the year zero, the genocide. We had to rebuild our nation all over again. So that part already make us less resilient as nation. On top of that, our economy is still not strong and it's still volatile. And the level of education is still low. It's getting better. We have seen more young girls that are being sent to school. So all of that, plus the impact of climate change on people, the changing of the patterns of rainfalls, the drought and flood, all of this have
together contribute to worsen the situation and make Cambodian people even more vulnerable. 'Cause I don't fall for the kind of love that calls. Le scénario cambodgien est beaucoup plus grave, forcément. Lorsqu'on pense à un gouvernement, à un pays avec 70% de la population qui est reliée au secteur de l'agriculture, avec plus de 80% de la population qui vit encore dans des zones rurales, forcément l'impact du changement climatique est beaucoup plus grave et le sera encore plus si le gouvernement n'actionne pas des plans de transition. What I'm worried most about Cambodia when it comes to the impact of climate change is the ability of the most vulnerable people in remote areas of Cambodia to cope with that disaster. Nous nous sommes donc rendus à Akol, un petit village flottant sur le Tonlé Sap, l'un des plus grands lacs d'Asie du Sud-Est, afin de rencontrer ces communautés rurales. Considérées comme un véritable poumon pour le pays, c'est la vie de plus d'1 million d'habitants qui s'organisent au rythme de ses crues et de ses décrues. Sur le lac, nous avons rencontré Conservation Internationale, une ONG qui œuvre pour le développement des communautés rurales. Principale réserve de pêche dans un pays où 80% de l'apport en protéines est issu du poisson, le lac assure également l'irrigation et la fertilisation des terres aux alentours. C'est donc dans ce cadre que nous avons pu accompagner Conservation Internationale auprès d'une des communautés avec laquelle elle collabore depuis 2008. Au gré des discussions, nous nous rendons rapidement compte que pour les locaux, le changement climatique est une réalité aux conséquences bien palpables. Il suscite déjà beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. Dans ces villages, les principales ressources viennent de la pêche et de la transformation du poisson, une activité qui est directement menacée. Les villages du lac sont souvent situés en lisière de forêt, un écosystème bien particulier puisque cette dernière est inondée lors de la saison des pluies et est complètement émergée en saison sèche. Elle abrite également la reproduction de nombreuses espèces de poissons et permet aux villageois de s'abriter pendant les tempêtes. Or, les températures de plus en plus élevées et les épisodes de sécheresse tendent à favoriser le départ d'incendies accidentels. C'est pour venir en aide à ces communautés que Conservation Internationale soutient des activités de reforestation.
l'augmentation de la température de l'eau est un véritable frein au développement des œufs de poisson. Mais la surpêche et le braconnage sont également grandement responsables de la diminution de la ressource en poisson. C'est pourquoi de véritables sanctuaires où la pêche y est interdite ont été installés et sont protégés par des gardes-pêche. Des communautés de pêcheurs ont également décidé de s'investir afin de protéger leur activité. Ces derniers nous expliquent qu'ils ont pu mettre en place une zone privilégiée pour la reproduction des poissons. Les jeunes poissons y sont nourris pendant la saison sèche, puis sont relâchés dans le lac lors de la saison des pluies, gonflant ainsi leur population. La pression exercée sur le thon les sapes est donc bien réelle. Cependant, le changement climatique ne pourrait être tenu seul responsable de la situation. Tout de même, la vulnérabilité de ces populations est préoccupante et il est primordial d'accompagner leur développement. Le gros problème, c'est l'état d'urgence. Et ça, je ne cacherai pas l'état d'urgence dans lequel le monde est à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a IPCC, il y a 10 ans, donc je faisais partie aussi de cette belle époque quand même, où on avait déjà tous nos scénarios. Et il y a un des scénarios qu'on appelle le scénario extrême, qui est à 2.5, qui est déjà le cas. Parce qu'on ne veut pas en parler. Donc on est déjà dans un état d'urgence et il faut qu'on en parle. Et des fois, ben oui, il faut répéter. Il faut répéter et être sûr aussi que la nouvelle génération a toutes les clés en main pour comprendre ce sujet, être sensibilisé par ce sujet et comprendre également que l'action est nécessaire. Elle ne peut pas être repoussée. Et donc c'est vraiment à la fin, beaucoup des discours à l'heure actuelle disaient on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Et je pense que on est la dernière génération. I am so optimistic because I've seen so many young Cambodians who are actively participating in public campaign to raise their awareness on climate change, to encourage different stakeholders as well as their own government to take responsibility in combating climate change effects, raising people awareness, adopting appropriate policies that would incentivize people to do the right thing. Because Cambodian people have to do something to protect ourselves from the climate change impacts, right? We can't just wait for everyone else to come here and help us, either in form of technical support or financial support. There is something that we need to do ourselves. We need to help ourselves first. Située en Amérique du Sud et traversant 7 pays, la cordillère des Andes s'étend sur près de 8000 km. De par sa topologie particulière, les climats diffèrent beaucoup d'un endroit à l'autre. Au cours de notre voyage, nous nous sommes rendus dans plusieurs de ces régions afin d'en apprendre plus sur le changement climatique et son impact sur les populations andines. En effet, au sein de la cordillère des Andes, de nombreuses communautés vivent de l'agriculture. Cependant, depuis quelques années, les changements du climat impactent les systèmes agricoles andins, ce qui oblige les agriculteurs à s'adapter. Dans le but d'en apprendre plus sur la manière dont le changement climatique impacte le monde rural,
nous sommes allés rencontrer Elisabeth Jiménez, chercheuse au CIDES, Institut de Sciences en Développement. Hemos hecho con el CIDES un proyecto de investigación a partir de mediados del 2000, 2007, 2006, sobre cómo el cambio climático está teniendo un impacto en las estrategias de vida. Es que las poblaciones rurales no dependen exclusivamente de la agricultura, es una parte fundamental de su organización económica, de su estrategia de vida. À Santiago de Ocola en Bolivie ou à Coporac au Pérou, les habitants des villages ne consomment que les produits qu'ils cultivent sur leurs terres. Todos esos productos lo estamos manteniendo ancestralmente. Pero una pequeña, tal vez en los últimos años estábamos olvidando de comer de eso. Nosotros venimos aquí en Coporaque, en Valle del Colca, nos dedicamos lo que es a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Lo que nosotros aquí nos dedicamos más es a la agricultura. Cultivamos lo que es las habas, el maíz, la cebada y el trigo, la quinoa, y con ese mismo producto que nosotros cultivamos es para nuestra alimentación, para el consumo de nosotros. Entonces casi nosotros consumimos lo que es los alimentos naturales. Mais les grandes variations du climat impactent les activités des agriculteurs. Au cours de notre voyage, nous avons échangé avec eux sur les changements qu'ils ont pu observer à leur échelle. Eso lo han ido cambiando a cambio climático. De esa manera que ha pasado escasez de agua. Ya de los cerros que se veía congelado ha desaparecido el año pasado. Y la que era blanco y eran rocas, como piedras se veían de acá. Con este cambio climático no ha dejado de llover. Los meses que tenía que llover no ha llovido, en octubre, en noviembre. Entonces el agua ha bajado. Al bajar el agua, pescado se va. No hay pescado. En la época de verde estamos bien la cosecha y después viene la helada y cero. No hay nada, no recibimos nada de producto para nuestro consumo. Le deuxième lac le plus grand de Bolivie s'est asséché, c'est le lac Popo. Ce qui a eu des conséquences dramatiques pour toutes les personnes qui vivaient aux alentours de pêche ou de tourisme ou des choses comme ça. El agua es lo que da vida. Y así los ríos, muchos ha pasado no simplemente en La Paz, y también en Caranavi. Esos ríos como riachuelos, cascadas, se han ido ya secando y se han secado. Les gens parlent du réchauffement climatique, du changement climatique, parce que les médias en parlent, tout le monde en parle, et aussi parce qu'ils voient, ils disent le climat il est fou, enfin, ils disent des choses comme ça aussi. Les effets du changement climatique sont nombreux et complexes. Cependant, au fil de nos rencontres, une conséquence majeure s'est distinguée. Il s'agit du dérèglement des saisons. Ahora, la agricultura en los Andes de Sudamérica siempre ha estado influenciada por la variabilidad climática. O sea, ese siempre ha sido un factor que ha determinado la forma de organización de la economía, alrededor de la cosecha, la siembra, etc., la diversificación de los cultivos. C'est vraiment un dérèglement. Tous les points de référence que peuvent avoir les anciens ne sont plus autant valables qu'avant parce qu'il y a tout qui est en train de bouger, quoi. Ahorita está lloviendo, pero en noviembre, diciembre ya no va a llover, pero antes llovía. Por eso la temporada de
siembra, a su tiempo se sembraban, entonces en eso hacían producir bien. Pero no estamos captando qué rato va a llover y qué rato va a secar, eso no estamos captando. Estamos en invierno, pero con el cambio climático ya no existe invierno. No sé en qué estaciones estamos. Es que las personas han desarrollado ya otras estrategias, ¿no? Ven que hay más variabilidad climática, un poquito impredecible, entonces ya están introduciendo otros cultivos. Por ejemplo, ahí esta era una región donde se producía solamente papa, en su gran mayoría, ¿no? De diversas variedades, entonces con una gran riqueza en biodiversidad, ¿ya? Pero como ha cambiado el clima, entonces de pronto puedes producir cebolla. Entonces se ha incrementado la producción en cebolla y se ha reducido la variedad de producción en papa. Yo creo que la adaptación tiene que estar informada, asesorada, apoyada, para que no sea de sobrevivencia, pero para que realmente mejore sus niveles de vida, les dé mayor seguridad. Comme nous avons pu le voir, le changement climatique est déjà bien présent dans les Andes et nuit aux stratégies de vie des populations y résidant. Il existe différentes manières de s'y adapter. Des hommes et des femmes consacrent leur vie à mettre en place des solutions. C'est le cas de François, qui travaille avec l'association Cœur de Forêt pour aider des agriculteurs boliviens à développer l'agroforesterie. Pour l'agriculteur, ça sert à se protéger un peu au niveau des intempéries, des maladies, etc. C'est-à-dire que si on fait de la monoculture, une maladie va beaucoup plus rapidement se diffuser et si on a un problème au niveau d'une culture et qu'on base toute son économie là-dessus, et ça pose des gros problèmes. La culture de coca, adoptée massivement par les agriculteurs andins pour sa robustesse et sa récolte pluriannuelle, ne fait qu'accélérer les changements du paysage de la cordillère. Una hoja de coca así como esta excelente necesita químico. Y el químico, ¿qué está haciendo? Estamos dañando al suelo, también a nuestro cuerpo, al medio ambiente. Y aquí a 50 años, ¿cómo va a ser el lugar, el terreno? La tierra ya está cansada, hay que ir a otro país, dicen nuestros hijos, dicen así, pero no es así. Si yo no lo cuido, no lo trato bien al suelo, sí no va a servir. Si yo lo voy a cuidar, ese terreno nos va a dar más ingresos. Pero no hay esa conciencia, en todo lugar pasa eso. Cette prise de conscience dont nous parle Bririda est un défi pour les communautés andines, adressé même aux plus jeunes. Ouais, c'est important de sensibiliser surtout la génération qui vient, parce que c'est eux qui vont continuer, c'est aussi eux qui peuvent prendre directement les bonnes habitudes, alors que quelqu'un qui a 50 ans, qui a toujours fait comme ça, et ça a toujours marché comme ça, et qui se dit mais non, c'est beaucoup plus difficile de faire changer les habitudes de quelqu'un qui est déjà dans sa routine, qui a aussi parfois d'autres problèmes personnels. Ici, les agriculteurs, ils sont pauvres. Hein. Y cómo queremos, para nuestros hijos, cómo queremos vivir, nos falta mucho. Y por eso estamos desinformados. Eso es lo que sucede y pasa. Y necesita tiempo. À l'échelle du pays, la nécessité de se développer freine souvent la prise en compte de ces dérèglements. Pourtant, selon Elisabeth, les problématiques de climat et de développement ne peuvent être dissociées.
No es dable pensar que la economía, el crecimiento, la transformación industrial, el tener buenos empleos, etc., es el problema ahora. Y después pensamos en el cambio climático, eso no se puede dar. El cambio climático es parte de pensar en una economía que sea sostenible, que dé mejores ingresos, mejores niveles de vida a su población. Es parte de eso. Face à la diversité des dérèglements climatiques, la population andine conserve son optimisme et son respect de la nature derrière la devise de la Pachamama. Freddy Tarancargia, mi esposa es Amanda, Isabel y Claudia. Un mensaje de decir a todo el mundo, alto a la contaminación, cuidemos el medio ambiente. Puedo decir en quechua también. Limpio y vacosum, halpanchekta, Willarimuy Kich, Chaykuna, Rancheriachtamante, Europa Yachtamante. Nous revenons maintenant plus proche de chez nous. À 1000 km au sud de la France, nous nous sommes rendus au Maroc. Ce royaume, l'un des pays les plus développés d'Afrique, a pris conscience des enjeux environnementaux sur son territoire. Marrakech a accueilli la COP22 en novembre 2016 et une nouvelle dynamique semble s'en être créée. Ici, le problème majeur, c'est l'eau. Et pour bien nous en rendre compte, nous nous sommes rendus dans la région la plus aride du pays, le Sahara. C'est à Mohamed El Rizlan, le dernier oasis avant le désert, que nous avons posé nos bagages. Ancienne étape pour les caravanes nomades, la ville survit maintenant essentiellement du tourisme. C'est d'autant plus le cas ces dernières années, avec la dégradation de l'oasis et la plus grande difficulté d'y pratiquer l'agriculture. On voit vraiment qu'il n'y a plus ces trois niveaux qu'on parle, c'est-à-dire les palmiers dattiers, les arbres fruitiers et les cultures maraîchères. Et on voit de plus en plus le sable qui gagne du terrain. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est un danger pour maintenant pour l'Ouest. Ça veut dire la plupart des champs, même des parcelles, ils sont abandonnés. Halim et Ibrahim Zbaï sont deux frères natifs de la région. Ils ont conscience des problèmes frappant l'oasis et se battent pour sa survie. Le sable du Sahara peut, suivant les vents, remonter jusqu'en France. Il est très facilement transportable par un vent de plus en plus violent et gagne du terrain sur l'oasis. Vous voyez là derrière moi, il y a ces palmiers qui sont comme des cadavres vraiment morts. Et au fond, on voit les palmiers. Donc c'est un phénomène qui va vite et ça va tuer toute l'oasis. Et s'il n'y a plus de palmiers, on ne peut même pas parler d'écosystème, de rien du tout. L'avancée du sable et la désertification de l'oasis ne devraient pas être un si grand problème si les palmiers se portaient bien. Ceci crée une barrière naturelle qui protégeait le reste de la palmeraie. Et si l'oasis va si mal, il ne faut pas aller loin pour en trouver la raison. Car son essence même, ce qui la crée et la maintient en vie, manque. L'eau se fait de plus en plus rare et devient un problème majeur pour la population locale. Le manque d'eau, ça veut dire que c'est vraiment la chose la plus importante pour l'oasis. Mais si l'eau se raréfie, c'est surtout sa gestion qui laisse à désirer. On dit qu'il ne faut jamais verser l'eau sur le sable. C'est comme c'est ce qu'on fait là, c'est comme si on verse l'eau sur le sable. Pour certains gens, c'est un peu, j'essaye de vous approcher un peu l'expression qu'on donne. L'exemple marquant de ce problème est la gestion du Dra, le cours d'eau qui jadis coulait à travers l'oasis. Depuis la construction d'un barrage en amont pour alimenter la ville de Ouarzazate, Mhamid n'a plus d'eau. Malheureusement, ces dernières années, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avec les changements climatiques, aussi la construction du barrage
aux années 60, début des années 70, donc il y a de moins en moins d'eau. Et même le problème aussi, le problème numéro 1, quand il y a les lâchers par exemple du barrage pour l'agriculture, l'eau ne passe pas dans l'oued, on les met avant, à une vingtaine de kilomètres avant Mohamed, dans les canaux d'irrigation. Quand il pleut par exemple, il y a beaucoup d'eau qui se perd dans le sable. Et même quand on lâche aussi le barrage, beaucoup d'eau qui se perd dans l'oued. Halim et Ibrahim appellent tous les deux à une meilleure gestion de l'eau. Et cela passe par de meilleures infrastructures. Réservoirs de récupération d'eau, création de digues, entretien des canaux d'irrigation, les deux frères ne manquent pas d'idées pour améliorer la gestion de l'eau à Mohamed. On peut agir que vraiment au niveau des gestions des sources en eau. Ça veut dire considérer que chaque goutte d'eau elle est importante. Donc, comment on doit la collecter, l'emmagasiner, la protéger pour que ça arrive ici. Ces deux facteurs, le sable et le manque d'eau, rendent l'agriculture de plus en plus difficile dans la Palmeraie. Les agriculteurs commencent à déserter l'oasis pour se tourner vers le tourisme bien plus attractif. Si on compare la population de Mohamed dans les années 80-90, c'était à peu près 15 000 habitants. Maintenant, c'est 7 000, 8 000. Donc, où ils font partie? Pourquoi ils sont partis ces gens? C'est ça la question qu'on doit poser. Une grande majorité commence à abandonner parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tout simplement que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'oasis largiste, c'est presque voyé par le sable. Donc les gens, ils voient de plus en plus très difficile de maintenir, c'est-à-dire de travailler la terre. Mais la situation n'est pas désespérée. Des solutions sont possibles. Pour améliorer les choses, une réflexion sur les cultures et la gestion de l'eau, ainsi qu'un intérêt retrouvé pour le métier d'agriculteur, sont nécessaires. Les pastiques, ils consomment, sur le plan pastique, ça consomme beaucoup d'eau. Alors, si on cultive des hectares du pastique, oui, un jour la nappe, c'est déjà le cas. Ça se dégrade. Maintenant, les puits sont de plus en plus profonds. Et il faut aussi que la mentalité aussi des paysans doit changer par rapport aux cultures. Les dates dans la production dans l'année, c'est beaucoup plus important que de faire une production une seule fois, une seule saison. Par exemple, le pastique, c'est 1 mois ou 2 mois, c'est fini. Donc les dates, pour le conserver pour longtemps, pour le vendre, les dates de l'année dernière encore cette année. Voyant leur oasis se dégrader sans que personne ne s'en soucie, Halim et Ibrahim ont décidé d'agir au niveau individuel en montrant l'exemple. Ils profitent du tourisme, mais de manière responsable. Ils n'ont jamais renié leur part d'agriculteurs et mettent en place des systèmes de récupération d'eau. Aujourd'hui, c'est vraiment plus important de revenir et de sensibiliser parce que si nous ne faisons pas une action pour changer, pour des personnes d'autres qui viennent faire la place. Mais pour améliorer réellement la situation, il faut traiter du problème en profondeur, mieux gérer l'eau en amont pour qu'elle soit abondante en aval. Et je pense que l'eau de l'oasis de Mohamed ou les oasis du Dra et même les oasis de la vallée de Ziz, ça se trouve dans la montagne. Donc il faut travailler vraiment la montagne. C'est là où il faut travailler, c'est là où il faut collecter, c'est là où il faut vraiment investir pour une très bonne gestion des ressources hydriques et aussi au niveau d'une solidarité territoriale qui doit être importante. Sinon, ça serait trop tard. C'est en effet dans les montagnes que les nappes phréatiques du désert prennent leur source. Et au Maroc, c'est l'Atlas qui joue le rôle de château d'eau du pays. Nous nous sommes donc rendus au sommet de la chaîne de montagnes, dans le plus haut village du Maroc, à Goudal. Dès notre arrivée, un détail nous saute aux yeux. Le paysage est lunaire et la végétation est quasiment inexistante. Nous sommes accueillis par Hassan Oussani, président de l'association Ariam, et Mohamed Moussaoui. Les deux hommes nous présentent la région, nous exposent les problèmes et les enjeux, et nous expliquent le rôle de leur association. Ariam a été créée en 2000 par des jeunes de la région pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des locaux. Leur principale réalisation est la construction de gabillons, ces petits ouvrages destinés à casser la vitesse de l'eau lors des crues. Avant qu'il n'y ait pas de seuil et de gabillons,
et il assiste à 3-4 fois de crues importantes qui causent des dégâts sur les champs et les infrastructures et les habitations. Donc, et ça demande un effort supplémentaire aux agriculteurs de refaire les parcelles et aussi la perte des terres agricoles, des champs et la perte des récoltes comme la pomme de terre, les céréales et les arbres, les pommiers sont portés par les... En montagne, lors des pluies, l'eau déferle à travers les ravins naturellement creusés par les anciennes crues. Au fur et à mesure, ils se rassemblent et forment des torrents de plus en plus puissants. Au niveau des zones habitées de la vallée, c'est donc un grand volume d'eau avec une grande vitesse qui arrive et cause de gros dégâts. De plus, au cours de sa descente, l'eau emporte des sédiments, ces petites particules de terre, par un phénomène que l'on appelle érosion. Ces sédiments aggravent les dégâts faits par les crues, notamment en ensablant les terres cultivées. On aménage les ravins depuis l'amont vers l'aval. Notre vision, c'est diminuer un peu le volume qui arrive en aval pour ne pas faire des dégâts en associant le biologique et le mécanique. Ariam a également bien compris que pour lutter efficacement contre les crues et l'érosion, le rôle de la végétation est très important. Il replante donc des arbustes locaux au niveau des gabillons, ce qui fixe les sédiments, ralentit l'écoulement et favorise l'infiltration de l'eau dans le sol. La réhabilitation du couvert végétal est l'un des objectifs principaux de l'association. Que ce soit pour l'élevage ou le chauffage, les locaux en sont très dépendants. Ariam effectue alors des actions de replantation et cherche des techniques innovantes pour réduire la consommation de bois, telles que des fours solaires, des poêles plus efficaces ou l'utilisation de grignons, les déchets d'olive, comme combustible. On cherche des alternatives pour l'utilisation du bois, on cherche des solutions techniques pour minimiser même la consommation de grignons. Parce qu'il y a un besoin énorme dans toute la vallée. On travaille maintenant sur les écoles pour les rendre comme un exemple. Les actions de l'association Ariam sont avant tout destinées à améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Mais leur impact ne s'arrête pas là. Ariam fait exactement ce que Halim et Ibrahim appellent gérer correctement l'eau aux endroits où elle abonde pour réduire les difficultés des zones arides. Le fait de faire des obstacles en amont de la vallée d'Assif Mulhoul, on épargne aussi les parcelles qui se trouvent à l'aval. Donc cette action, cette activité, elle a une importance, c'est pas seulement sur le village d'Aïta et Ouiko, mais sur tous les villages qui se trouvent en aval du projet. Il faut que la réaction soit rapide, il ne faut pas essayer d'attendre plus longtemps pour voir ici, ça ou ça. Il y a deux extrêmes, il y a les inondations et il y a la sécheresse. Quand il y a les inondations, on ne fait rien, quand il y a la sécheresse, donc on baisse les bras. Au Maroc, le changement climatique se fait de plus en plus présent. Cependant, il n'est pas le seul facteur des difficultés éprouvées par les locaux. La gestion de l'environnement et des richesses locales est encore difficile et une solidarité territoriale s'impose pour améliorer la situation. De l'amont jusqu'à l'aval, il est possible de réduire les problèmes liés à cette ressource vitale, l'eau. Notre passage au Chili nous a fait prendre conscience de sa diversité. C'est un pays surprenant, de par sa forme et la richesse de ses paysages. Situé à l'ouest du continent sud-américain, il s'étend sur plus de 4000 km pour seulement 180 km de largeur moyenne. La capitale, Santiago du Chili, est située au centre, entre la côte et les massifs. Au sein même du pays, les climats varient du nord au sud, avec des zones plus désertiques pour le premier et des paysages verdoyants pour le second. C'est pour comprendre comment un pays si long, possédant des disparités si grandes, pouvait appréhender le changement climatique que nous avons parcouru ces étonnants paysages. Au début de l'année 2017, de forts incendies ravagent le centre du pays et brûlent plus de 550 000 hectares, soit un dixième de la France, entre janvier et février. El tema de los incendios forestales,
que fue particularmente importante además estos últimos meses acá en Chile. Tuvimos una tormenta de fuego que le llamamos muy tremenda porque se dieron situaciones de temperatura y de humedad raras, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene eso. Afortunadamente no fue tanto en vidas humanas, más allá de que lo fue. Más bien fueron brigadistas los que murieron, básicamente, y claro, y menos de una decena de personas afectadas por el fuego, pero en términos económicos, en términos de las viviendas de esa gente y la productividad forestal, básicamente. En Navidad estuvo en la noticia hace muy pocos meses porque se produjeron incendios muy importantes en nuestra comuna. Justamente en esa no hay tantas, me parece a mí que no hay tantas plantaciones de pino y eucalipto, pero hay algunas. Ahí se produjeron incendios, ¿no? La información que hay es que estas especies, que son especies tropicales, son entran muy fácilmente en combustión. Les incendies sont principalement propagés par la plantation massive d'eucalyptus utilisée pour la production de papier. Mais la sécheresse croissante est aussi responsable du phénomène. Nuestros principales peligros son los incendios, es la sequía. Hemos tenido una sequía terrible, años que las lluvias son deficitarias. Varias zonas del país se reparte con camiones aljibe porque ya se fueron secando las napas. No hay napas, no sale agua, digamos, de los pozos. El año pasado llovió más y se recuperaron un poco, pero ya estamos de nuevo con sequía y con camiones aljibe abasteciendo zonas. Si eso repercute en algún tipo de migración sería bastante obvio, si que efectivamente son varios años en que hay épocas donde tiene que esperar que llegue un camión a que les entregue el agua. Es probable que tenga una lógica migratoria también. Pour comprendre ce phénomène et savoir comment il est relié au changement climatique, nous nous sommes rendus dans le petit village de Navidad, au centre du Chili et au sud-ouest de Santiago, où Omar nous a présenté à ses voisins lors d'une réunion communément appelée Junta de Vecinos. No tenemos agua ni para los animales en este momento. Agua potable dando, porque no hay agua. Porque el agua es el elemento vital que para sobrevivir. No, sin agua, uno tiene que ser solidario con los vecinos. Sin agua no somos nada. El cambio que ya se viene viendo hace varios años ya. En cuanto a la sequía, el calor ha producido mucha sequía. Cuestión que incide mucho, digamos, porque aquí hay algunos canales de regadío, pero mucha gente siembra utilizando el ciclo de las lluvias. O sea que en tal fecha tiene que llover para que ellos siembren. ¿Ah? Y bueno, ellos realizan sus trabajos y tiene que volver a llover una fecha determinada. Bueno, y a veces no llueve, y a veces pierden la cosecha, pierden todo, ¿no es cierto? Tenemos impactos obviamente, cualquier impacto se va a ver en las zonas más vulnerables. Las zonas más vulnerables es la agricultura familiar campesina. La que está en las zonas del secano costero nuestro, es donde se ubica la población más vulnerable. Lo que obviamente, si son impactos negativos, va a afectar la vulnerabilidad social, económica y ambiental. Vivimos, digamos, insertos con la naturaleza y si la naturaleza se daña, ya sea por la desertificación o por cualquier otro motivo, indudablemente que la población local se ve muy afectada, ¿no? En la medida que el clima se va modificando, las variedades o los cultivos óptimos para una zona dejan de ser óptimos para esa zona porque cambia la temperatura. Y hay dos formas uno es avanzar hacia el sur con los cultivos, que es lo que está sucediendo. Ahora se está produciendo más fruta cargada hacia el sur, pero son distintos agricultores. Entonces, ¿qué hacen los agricultores que están en la zona donde tienen que cambiar las variedades? Tienen que poner cultivos que cambiarlas. Tenemos problemas con la biodiversidad, se podría aumentar la pobreza rural si es que no se hace algo. A friend came by yesterday and he was looking pretty scared. I saw some worried eyes behind a full head of hair and he Hay una cierta urgencia en promover, en tomar conciencia, en valorar
lo que hacen realmente los campesinos. Face à la situation des agriculteurs, Omar a décidé d'apporter son aide en construisant avec son fils Jorge les systèmes solaires. ¿Qué hacemos? Duchas solares, secadores de fruta directos, cocinas solares. Pero también hemos trabajado en fogones rocket, en hornos económicos a leña. O sea que nosotros estamos firmemente implicados en artefactos que mitiguen el cambio climático. Nos parece muy importante, a nosotros nos gustaría, ¿no?, que en cada casa, y yo diría no solamente en Navidad, en todo Chile nos gustaría que cada casa tuviera una cocina solar, un secador de fruta, una ducha solar, un sistema de recuperación de aguas lluvias, otro sistema de recuperación de aguas grises, porque es necesario, hay que hacerlo, ¿eh? Le problème de la sécheresse, comme nous l'avons vu, amène directement un manque d'eau pour les habitants et la terre. Et ce manque n'est pas seulement localisé au Chili. Yo creo que las consecuencias nefastas del cambio climático las estamos viviendo de manera muy concreta y muy dramática. La situación que hay acá en Chile es tan grave como la que puede haber en Perú, en Bolivia, en Argentina, en los países que están cerca nuestro y en otros que no están tan cerca, pero que también se ven afectados, digamos, por este fenómeno, ¿no? What comes down must go up again. For we are like rain. And you, my friend. En 2016, Evo Morales, président de la Bolivie, déclare l'état d'urgence national pour des raisons de sécheresse et de manque d'eau. Afin de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce pays voisin, nous nous sommes rendus à La Paz, capitale de la Bolivie. Le plus grand danger, c'est la manque de ressources en eau en saison sèche, directement. L'année dernière, on a eu un gros problème. On a eu 4 mois à La Paz sans avoir de l'eau constante dans la ville. Il y avait des quartiers où on n'avait pas d'eau pendant une semaine, voire plus. Había un racionamiento tan extremo que por día solamente teníamos 2 horas de agua, ¿no?, en un principio. Después se han ido incrementando estas horas hasta que se ha anunciado que, por ejemplo, para este año vamos a tener agua durante el día y no durante la noche. Hay países nada preparados, ¿no?, para el cambio climático, y ahí se evidenció totalmente nuestra falta de previsión, ¿no? El problema es que el agua potable de esta ciudad se capta en lagunas, ¿no?, y estas lagunas pues se agotaron. Antes, cada año se esperaba la recarga de la época de lluvias, ¿no?, y eso ocurrió de que nos consumimos el agua más rápido de lo que se había recargado, ¿no?, estas reservas. ¿Por qué? Porque había más población. Eso ha sido una falta de previsión. Y por otro lado, no se recargaron las lagunas en el momento en que debían recargarse, o sea, porque cambió el clima. La lluvia vino después, las nieves se han derretido, y a pesar de que vemos que cada vez hay menos nieve en nuestros glaciares, ¿no?, como que eso todavía no nos mueve el corazón, ni nos ha afectado hasta el año pasado. El año pasado, en el mes, si mal no recuerdo, de septiembre, octubre, nos quedamos sin agua y realmente fue fatal, ¿no? En la saison de pluie, il a eu un retard de 3 mois. Et justement, pendant ce retard de la précipitation, on peut remplir à nouveau, dans le cycle normal, l'eau dans les barrages. Et ça a été la source du problème. 80% des glaciers ici en Bolivie qui ont une taille en dessous de 0,5 km².
donc c'est des petits glaciers à la fin. Et beaucoup de communautés, même la ville de La Paz, est un peu liée aux ressources en eau de ces glaciers. Ils sont sèches, c'est 40% la contribution des glaciers aux ressources en eau. Et dans la cordillère, on estime que les glaciers ont perdu 50% de sa surface en 30 ans. Les manifestations de la sécheresse, différentes d'un pays à l'autre, témoignent de la complexité à associer une cause unique au phénomène. Pourtant, les dérèglements climatiques sont maintenant identifiés comme accélérateurs de sécheresse. Les signaux d'alarme ont emprunté des chemins différents, comme les incendies chiliens et la pénurie d'eau de La Paz, et ont alerté les populations sur le changement climatique présent. Deberíamos tomar conciencia que todos estamos en el mismo bote, ¿no? Que si no tenemos todos el mismo paradigma de desarrollo, pues algo va a suceder, ¿no? El mundo, el medio ambiente nos va a cobrar esa factura a todos, ¿no? Tal vez más a nosotros al principio porque somos los menos preparados, pero al final yo creo que a todos el equilibrio de este mundo va a cambiar, ¿no? Notre étude se poursuit en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans le pays de la Teranga, le Sénégal. Là, nous découvrons rapidement quels sont les enjeux et les risques pour le pays qui est en plein développement. La côte sénégalaise est extrêmement menacée par la montée des eaux. Pourquoi alors de plus en plus d'hommes et de femmes viennent peupler ce littoral ? Quel lien existe-t-il réellement entre les différents phénomènes mis en jeu par le changement climatique ? Pour répondre à ces questions, nous nous rendons dans la campagne sénégalaise, à Thiès, la seconde ville du pays. Arrivés à destination, nous avons rencontré Jean-François Faye, un agriculteur responsable qui témoigne pour nous des difficultés rencontrées par les cultivateurs sénégalais face au changement du climat. Les pluies étaient connues en général dans le temps, à partir du mois de juin, on avait les pluies. Mais depuis 2-3 ans, il faut aller presque jusqu'au mois de juillet, août pour avoir le plus de pluie. Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ce n'est pas des choses que nous avons connues. Et le nombre de millimètres enregistrés durant cette période entre août jusqu'en septembre, c'est infime. Ça ne peut pas tenir une agriculture digne de ce nom. Les pluies se sont arrêtées aussi très tôt du fait de ce changement climatique. Et ça a eu un impact aussi sur les récoltes. Les graines, toutes les graines ne sont pas arrivées à maturité. Par exemple, si on prend l'arachide, la plupart des gens qui ont cultivé l'arachide n'ont pas eu de graines vraiment bien pleines. Mais Jean-François n'est pas le seul à constater ces phénomènes. Charles, un agriculteur de l'île de Marlodge, nous fait part de son expérience. Selon lui, avant, la première pluie annonçait une saison humide et sans interruption. Aujourd'hui, il est possible d'avoir quelques jours de pluie avant plusieurs semaines sans la moindre goutte. Il nous raconte que bon nombre d'agriculteurs se font piéger et voient la croissance de leurs arachides stoppée et leurs semences perdues. Plus spécifique que le dérèglement des saisons et le manque de pluie, Jean-François nous parle d'autres phénomènes étonnants et relativement récents. Les mangues ne restent pas. Il y a beaucoup de fruits de mangue qui tombent, il y a beaucoup de citrons aussi qui tombent. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer ça, mais
C'est un constat alarmant qui est là. Et certainement, c'est dû vraiment au changement. Nous apprenons plus tard, grâce aux observations de M. Mort, un autre agriculteur de la région de Thiès, l'origine de ce curieux phénomène. La chaleur arasante du soleil brûle les plantes et notamment les tiges des fruits. Par la suite, le vent, qui s'intensifie ces dernières années, arrache ces fruits fragilisés de leur branches. Ce phénomène représente également un danger important sur le plan économique. Mais il n'est pas le seul risque pour les fruits et notamment pour les mangues. Ça a un impact, par exemple, sur les mousses de fruits. Ça fait venir, par exemple, les fruits mousses de fruits qu'on ne connaissait pas. Maintenant, les mousses de fruits qui s'attaquent aux mangues, à une certaine période, dès les premières pluies, il y a une invasion de mousses de fruits qui s'attaquent aux mangues et finalement ça conduit à des baisses de récolte. Mathieu Faye, un jeune entrepreneur, nous présente les risques de ces baisses de rendement pour les populations. Si quelque chose n'est pas fait pour appuyer en fait, le monde rural, donc cela peut être néfaste. C'est sur ces cultures qu'ils peuvent vivre pendant toute l'année. Donc s'il y a des perturbations et que les rendements ne sont pas bons, ils n'auront pas de quoi en fait, tenir pendant toute l'année. Ça peut amener en fait, le phénomène de la famine. Je ne le souhaite pas, mais c'est envisageable. Il faut rester toujours positif. Le changement climatique se manifeste donc par une multitude de phénomènes qui rendent le travail de la terre d'autant plus difficile pour des populations qui peinent déjà à nourrir leur famille. Le climat change plus rapidement que les habitudes. Mathieu Faye a pour objectif de convaincre qu'avec une certaine organisation et une certaine volonté, il est possible de s'adapter. Mais s'adapter, qu'est-ce que c'est ? C'est changer ses habitudes, changer son alimentation, prendre conscience de la rareté de l'eau, mais également de la richesse de la nature et bien d'autres choses. Pour montrer aux jeunes que pour réussir, on n'a pas besoin d'aller en ville. Je viens de la ville, mais je sais que pour réussir, je n'ai pas besoin d'être en ville. Puisque l'Afrique est riche en matière de potentiel environnemental. C'est un grenier. Donc il suffit seulement de voir, d'observer, d'imiter, et voilà. J'essaie pas de me démarquer, mais j'essaie d'être une source d'inspiration pour ces agriculteurs, pour qu'ils voient ce qui est possible de faire et de faire pareil, ou bien de faire mieux. La grande majorité des agriculteurs subit ces phénomènes de plus en plus marqués. Quelles solutions alors s'offrent à eux ? Dans les années 60, une grande sécheresse a frappé le pays. À ce moment-là, c'est la pêche qui a sauvé le Sénégal. Il est donc tout naturel pour les populations de se tourner vers ce qu'ils considèrent toujours comme un Eldorado. Dans un premier temps, nous vous emmenons dans le delta du Siné Saloum, à la rencontre des populations vivant au cœur de la mangrove. Sur l'île de Marlodge, le chef du village de pêcheurs de Wandié nous partage ses observations, son quotidien, mais également ses craintes. Il nous fait part, lors d'une discussion, de ses constats. Les poissons sont beaucoup moins nombreux et bien plus petits, dans un écosystème qui pourtant était autrefois très propice aux activités piscicoles. Mais quel lien existe-t-il entre ces constats et le changement climatique ? Tout d'abord, la taille des poissons. Avec la montée des eaux et l'élévation de la température des océans, la salinité, le pH et d'autres paramètres chimiques sont modifiés jusque dans les deltas des fleuves. Les poissons, face à cette contrainte, dépensent énormément d'énergie pour se défendre. C'est d'autant moins d'énergie dont ils disposent pour leur développement et leur croissance. Qu'en est-il du nombre ? Tout d'abord, face à ces mêmes problèmes de salinité, les poissons remontent le cours d'eau à la recherche d'eau moins salée. De plus, l'écosystème mangrovien nécessite une certaine quantité d'eau douce provenant ici de la pluie. Or, comme nous l'avons vu sur le thème de l'agriculture, la pluviométrie diminue dangereusement. Ce ne sont pas seulement les poissons qui en pâtissent, mais l'ensemble de l'écosystème.
les jeunes pousses de palétuviers peinent à se développer correctement suite à ce manque de pluie, mais également à l'érosion qui s'intensifie jusque dans le cœur du delta à cause de la montée des eaux. Le milieu qui constitue un lieu de ponte propice est donc grandement menacé. Ces différents phénomènes compliquent les actions locales de replantation et l'espace mangrovien qui est nécessaire aux activités humaines dans la région diminue dangereusement. Nous quittons maintenant la mangrove pour nous rendre sur le littoral sénégalais où la pêche rythme le quotidien de plusieurs centaines de milliers de pêcheurs et où, nous le verrons, la montée des eaux se fait extrêmement menaçante. Nous voilà maintenant à Saint-Louis, l'ancienne capitale dans le nord du pays. La ville est devenue depuis plusieurs années un des principaux symboles de la menace du changement climatique. En effet, comme sur l'ensemble de la côte sénégalaise, le nombre de pêcheurs ne cesse d'augmenter tandis que la ressource diminue. Avec l'impact du réchauffement climatique, l'agriculture ne donne pas beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui ne sont pas des pêcheurs authentiques et qui viennent s'adonner maintenant à la pêche. Et l'effort est très important, l'effort de pêche. On ne peut pas mesurer. Quand vous allez voir au niveau de la berge fluviale, à partir du pont, jusqu'au site de transformation de Libreville, vous ne voyez que des pirogues. Parce que c'est un pêcheur, c'est un quartier uniquement de pêcheurs. Uniquement des pêcheurs. Et dans chaque maison, on peut compter 5 à 6 pirogues. Il est difficile de chiffrer ces réductions de ressources. Seul indicateur du phénomène, des espèces ont disparu, les prix flambent et les distances à parcourir augmentent, poussant de plus en plus de pêcheurs à rejoindre les côtes marocaines, naviguant ainsi pendant plusieurs jours sur des pirogues de fortune. Au-delà de la surexploitation des ressources déjà affaiblies par le climat, une autre grande menace pèse sur la côte et plus particulièrement sur le quartier de pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis. Comme on peut l'entendre durant notre entretien avec Yaram Fall, les vagues sont le quotidien des habitants. Le phénomène s'intensifie et les pertes sont déjà grandes. Parce qu'à chaque clair de lune, de 2 à 7 jours, au moins il fait des ravages. Chaque mois, à chaque clair de lune, de 2 à 7 jours, il fait des ravages. Et il fait dans cette zone-là, et ça continue. Mais il a détruit une école élémentaire là-bas. Nous-mêmes, nous sommes menacés. Une multitude de maisons, des écoles ou encore des mosquées, les choses ne vont pas en s'arrangeant pour la ville de Saint-Louis, qui subit de plus en plus la situation, impuissante. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu de rivage. Le sable blanc là, on ne voit pas, presque pas. Mais le rivage, quand vous descendez le mur là qui nous sépare, mais tu faisais à peu près 500 mètres pour voir les vagues. Maintenant c'est juste, et ça vient jusqu'au même dans la rue. Jusqu'à la rue, là où je vous ai pris. Mais parfois les vagues viennent jusqu'à là-bas. Face à l'intensité des vagues, le mur de protection construit il y a plus de 50 ans se fragilise grandement. Les habitants du quartier se mobilisent et avec leurs propres moyens tentent de se protéger. Ainsi, régulièrement, des centaines d'habitants remplissent des sacs de sable et les attachent avec de vieux filets. Protection de fortune face à un danger permanent. Mais avec l'érosion côtière, ces murs-là, à peu près, la totalité est détruite. La totalité est détruite. Et il y a même des personnes qui ont mis des méthodes. Mais vraiment, on ne peut pas arrêter les vagues. On ne peut pas arrêter. On a pris des pierres, on a mis ça avec des pierres. Un village pêcheur qui est complètement disparu. Un village pêcheur, c'est à Gandiol, qui s'est complètement rasé. Ici, il y a beaucoup d'habitations qu'on n'en trouve plus. Tu sens les murs s'envelopper.
qui fait comme ça. Tu sens le mur vibrer. La nuit, ces vibrations accompagnées du martèlement des vagues durent continuellement et parfois le matin, ils se rendent compte que leur rez-de-chaussée a été inondé. Paradoxalement, l'Afrique fait partie des premières victimes de ce qu'elle a vu naître, l'humanité. De par le niveau de vie et un climat déjà difficile, les populations très vulnérables et dont l'objectif premier reste de nourrir leur famille, assistent souvent impuissants à ces menaces. Les campagnes sénégalaises se vident petit à petit, aux dépens d'un littoral surpeuplé et surexploité. Jusqu'ici, la situation semble être relativement gérable. Mais quels dégâts matériels et humains sont pour les années à venir ? Combien de temps l'océan pourra-t-il encore nourrir la population ? D'après certains spécialistes, si le Sénégal revit une sécheresse comparable à celle des années 60, il ne pourra plus compter sur des eaux poissonneuses, ce qui serait désastreux. Toutefois, de nombreuses initiatives voient le jour et de nouvelles pratiques durables ne demandent qu'à se développer. Jean-François, Mathieu, Tofen, nombreux sont les exemples que nous avons rencontrés. Nous terminerons avec cette expression locale qui caractérise l'état d'esprit sénégalais, Niofar. « 2013. Les Philippines s'apprêtent à essuyer un nouveau typhon. Un de plus pour un pays qui en recense une vingtaine par an. Rien de si préoccupant a priori. Malheureusement, le typhon Haiyan est bien pire que prévu et touche sévèrement cet archipel asiatique. De catégorie 5 sur 5, avec des vents allant jusqu'à 315 km/h, le typhon est le plus puissant jamais enregistré dans ce pays. Selon leur localisation, ces événements climatiques extrêmes sont appelés cyclones, ouragans ou encore typhons. Le typhon Haiyan est aussi connu sous le nom de Yolanda. On recense officiellement plus de 6000 morts, plus de 1000 disparus et plus de 4 millions de personnes déplacées. Les dégâts matériels sont estimés à 10 milliards de dollars dans la zone la plus touchée, qui était déjà l'une des plus pauvres du pays. Grâce à l'organisation Climate Reality Philippines, nous avons découvert un réseau impressionnant de défenseurs de l'environnement et de la cause climatique. C'est ainsi que nous avons rencontré Dan Diez, initiateur du mouvement Let's Do It Philippines et de Seed4Com, une entreprise sociale philippine dont le but est d'aider les communautés insulaires touchées par les désastres naturels et la pauvreté. Avec Dan, nous avons sillonné la côte est des Philippines durant une dizaine de jours, à la recherche de témoignages et d'informations sur ce cataclysme. Si cela fait près de 4 ans que le typhon a eu lieu, les vestiges sont toujours visibles. Tacloban est la grande ville la plus touchée du pays et constitue une étape indispensable pour quiconque souhaite comprendre l'ampleur du phénomène. Cette famille était là le jour du typhon, et la maire nous confirme que personne ne s'attendait à un phénomène de si grande ampleur. Ce n'est qu'à la toute fin que les gens évacuèrent en catastrophe. Leur maison, comme tant d'autres sur la côte, fut balayée par les vagues, mais également par les 7 cargos qui furent projetés sur la terre ferme, détruisant tout sur plusieurs centaines de mètres. Matarino fut le premier village touché. La plupart des maisons, même en dur, furent rasées. Situés sur une presqu'île à l'est du pays, les habitants restèrent coincés, coupés du monde, sans moyen de communiquer ni de s'enfuir, pendant plus d'une semaine. Marinelle, qui nous a accueillis, se souvient. And then we evacuated. On afternoon, on November 7 afternoon, we evacuated. We don't know that it will be that monstrous. We don't know that it will damage everything, that it will destroy houses. We don't know what will be the effects after that because we think that it will just be like the normal ones. And then we were really disappointed when morning came. It was like 3 in the morning when Yolanda came. Until morning came, my cousin told us that our house was washed out. I ran in our house and I saw nothing. I saw that our things were in the sea already, my clothes, everything. And I cried. I went there and there was no house already. We were isolated for like 1 week. Yeah, and we don't have food. And our roads were not passable. And people think that we were all dead. And then we don't have electricity for 6 months, which is it was really hard for us. I don't know how
I don't know how did I survive. Maybe my father was really protecting us because when the water came and it came really high with the waves, they were all crying. There was no help. Le père de Marinelle, pêcheur, nous explique qu'il a perdu tout son matériel de pêche, bateau, filet, moteur, durant le typhon. Les membres de cette communauté ont passé 1 an à reconstruire le village. Il a finalement réussi à se procurer un nouveau bateau, mais plus petit et moins puissant. Or, le typhon ayant endommagé les récifs coralliens voisins, habitat de nombreuses espèces de poissons, la pêche s'avère moins rentable qu'auparavant. Il est maintenant obligé de partir pêcher plus loin, parfois pendant plusieurs jours, loin de sa famille. Le typhon a également eu au moins un autre impact. Aux Philippines, ce sont probablement des milliers de personnes qui se sont engagées dans la lutte contre le changement climatique et pour l'environnement. Marinelle est maintenant une véritable porte-parole de ceux qui subissent de plein fouet le changement climatique. Elle a ainsi prononcé l'un des discours d'ouverture de la COP21 à Paris et continue toujours aujourd'hui de sillonner les Philippines en parallèle de ses études pour encourager la jeunesse à faire de même. Eiji Sanyo, lui, a toujours été un activiste dynamique pour la cause de l'environnement et notamment pour la protection de la faune marine. Street artiste, il s'est jusque-là engagé à dessiner un dauphin pour chaque cas de braconnage. Le typhon Haiyan a également bouleversé sa vie. Cet ancien photographe réalise ses œuvres dans le monde entier pour faire passer les messages qui lui tiennent à cœur. Il a notamment été présent lors de la COP21 à Paris, après une marche pour le climat qu'il a réalisée en partant de Rome avec d'autres Philippins. Eiji nous raconte son histoire. So in November of 2013, I found myself being trapped on ground zero of Super Typhoon Haiyan. Because Tacloban is my father's hometown, and I have a friend, an artist friend from Manila, who came from Tacloban as well. And a few years ago, he decided to go back and resettle in Tacloban City, and that gave me an opportunity to rekindle my roots or trace my roots. And then I decided to visit my friend. His name's Agit, and I was actually planning to sleep in his house. But last minute, when the storm was becoming really powerful, it got a little bit of media attention, and we realized that it's gonna be really powerful, and it was expected to be the strongest typhoon in human history. So I decided not to sleep in his house because I didn't want to burden his family, having a guest during such an event. After 3 days, I found out that he, along with his wife and kid, and his parents were killed. Their house was practically destroyed by the storm surge. And then the following year, my brother, who was the climate negotiator, the chief negotiator of the Philippines in the COP summits, we stood together to bring this issue to the world and to push the issue of climate justice in the talks. So we tried to follow the footsteps, literally, of Mahatma Gandhi, who introduced to the world the concept of non-violent action, including walking. So on the birthday of Mahatma Gandhi, October 2, 2014, we started walking from Manila, from the kilometer 0 marker towards Tacloban, and after 40 days we reached Tacloban exactly on the anniversary of Super Typhoon Haiyan. And the final leg was when we walked from Rome to Paris. That's 1,500 kilometers. We walked for 59 days, and every single day we would engage with communities in Italy, in Switzerland, and in France, until we reached Paris a few days before COP21 started. Comme de nombreux autres Philippins, Dan Diez, notre compagnon de route, a également vu sa vie basculer le 8 novembre 2013. Suite au typhon Haiyan, il a décidé qu'il consacrerait désormais sa vie à aider les communautés philippines les plus vulnérables. Voici son témoignage. In the Philippines, the new normal is there's no more summer, I think, and there's no more rainy season.
it could just happen over a month that the seasons in the Philippines, you can experience sunny, rain, typhoon. It's not only about the climate change per se, but it really had direct effect to people's lives, to people's income, and people's way of life. No? So we are trying to learn how to be adaptive now with these changing climates. Vulnerable countries like the Philippines should have access to technology, finance, and assistance in terms of making these countries adapt, no? And be resilient, because there's no way that we can solve this impact on climate change by our own. So we demand big polluters, even companies or countries, to check on their lifestyle. The mindset of throw mentality or wasteful living has to be addressed, and each one of us can be a solution by limiting our carbon footprints in a sense. Marinelle et Iji Sagno, Dan Diez sont 3 exemples parmi tant d'autres de personnes qui ont décidé d'agir, à leur manière, contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement, à travers la sensibilisation, l'art ou l'action auprès des communautés. Une expression philippine résume bien l'état d'esprit que nous avons ressenti dans ce pays. Ce mot est bayanihan, qui signifie à la fois héroïsme, esprit de communauté et d'entraide, très présente aux Philippines. Les conséquences du changement climatique ne se font pas ressentir de la même façon à travers le monde. Pourtant, nous sommes tous concernés. Donc le changement climatique, c'est un problème global dont les solutions sont locales. We are all interconnected. The air we breathe, the water we drink, and the land we are footing on is only one. We only have one planet, we only have one home, and we have to take care of it. And that's the challenge for us. Washing it out, drying it in, fooling around like you never fooled. No sé si ustedes han visto, hay una caricatura en un barco, un botecito, ¿no? Y un botecito se está hundiendo de un lado. Los que están del lado que no está hundiendo dicen, ay, se está hundiendo su lado del bote, ¿no? En realidad todo el bote se va a hundir. So you ride them home. Let the trees grow tall when you're feeling so small. So you ride. La única solución es que cada cual tiene que comenzar por su casa, por su familia, por su entorno, a hacer algo para protegerse de esta situación. No podemos esperar a que todo lo resuelvan otras personas. Laying it down, laying it flat, walking around like you're getting off. So I'm begging you to open your hearts and maybe we can solve this together. Let the trees grow tall when you're feeling so small. So you ride them home. À travers le témoignage de ces personnes, nous avons voulu vous raconter leurs histoires. Des histoires de climat.
pause before the car, gonna go out in the dark. All the moly, me, oh my, all the apple of my eye. Cross the hill to Johnson Strait, gonna be back before midday. Boom, 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 at the shadow in the night, so true. Boom, 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 at the shadow in my only end. Boom, 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 at the shadow in the night, so true. Boom, 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 at the shadow in my only end. Coming down the little road, gonna go out in the snow. Put the horse before the car, gonna go out in the dark. Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Cross the hill of Johnson Street, gonna be